Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et tu écoutes We Talk, le podcast qui transforme l'échec en réussite. J'aime à dire et j'ai constaté que en France, on n'a pas le droit à l'erreur. Et pourtant, aux États-Unis ou en Angleterre, c'est un concept totalement banalisé, voire célébré, puisqu'on a osé quelque chose. Avec We Talk, je prends un petit peu les choses à rebours. Je donne la parole à des personnes au parcours atypique, authentique, qui assument parfaitement et fièrement les erreurs, les échecs, les moments difficiles de leur vie. Ils viennent nous dire comment ils ont transformé ces écueils en opportunités pour réussir. Car qu'est-ce que la réussite? Si ce n'est le fait de se relever quand on est tombé et de rester en mouvement quoi qu'il arrive. Pour me rejoindre, pour me faire des suggestions, ça se passe sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, LinkedIn. Et bien sûr, je vais donner la parole à mon invitée du jour. Elle s'appelle Tani et elle est quelqu'un, j'ai envie de dire, de vraiment extrêmement résilient. Je t'ai rencontrée cet été et nous avons un petit peu discuté. Ça m'a donné l'envie de pouvoir partager ce moment avec toi au micro de We Talk. Tu as une enfance pas du tout facile, voire même difficile, puisque tu as subi de la violence de la part de ta mère. Qu'est-ce que ça fait de grandir, de se construire en tant qu'adulte quand on a vécu quelque chose d'aussi difficile? Je pense que enfin, je vais pas dire je pense, c'est mon expérience personnelle. De ce que j'ai vécu, c'était pas particulièrement compliqué de rentrer dans la vie adulte en ayant ce passé-là parce Oui. que je me rendais pas compte que c'était un passé particulier. J'ai mis très longtemps avant de réaliser que bon bah c'était peut-être pas comme ça qu'il était judicieux de commencer sa vie. Et je dirais que mon enfant, je l'ai vécu comme n'importe quel enfant, à Oui. savoir c'était ma réalité, c'était mon monde, c'était une vérité générale. Donc, c'était pas agréable, mais je pensais que tout le monde vivait son enfance comme ça. D'accord. Et c'est plutôt après, euh, quand il y a eu un décalage avec d'autres personnes, que j'ai commencé à tiquer et que je me suis dit, ah mais attends, mais les autres, ils n'ont pas vécu ça. Ah d'accord. Et c'est plutôt au moment où j'ai voulu faire comme tout le monde que j'ai réalisé que j'étais pas comme tout le monde. Oui. Et c'est là où ça s'est complexifié parce que le meilleur exemple que j'ai trouvé pour expliquer ça, ce ressenti, c'est que imagine, quand t'es petit, on t'apprend que telle couleur, c'est la couleur jaune. Donc Oui. tu grandis comme ça, et pour toi, ça s'appelle du jaune, on appelle ça du jaune. Maintenant, tu grandis et tu rencontres un tas de personnes qui vont t'expliquer que, en fait, c'est pas du jaune, c'est du orange. En fait, la complexité, c'est que, de un, tu sais pas qui croire parce qu'on t'a appris que c'était du jaune. Oui. Tu te rends bien compte que quand tu dis que c'est du jaune, on te regarde bizarrement ou on te dit mais t'as rien compris à la vie. Et du coup, après, tu veux bien croire que c'est du orange et tu peux le dire, mais il faut faire ce travail où tu te réapprends que en fait c'est pas du jaune, c'est du orange. Et Ah, c'est ça la complexité en fait. d'accord. En fait, c'est quand tu t'es mise en perspective, quand tu as discuté. Est-ce que, on va peut-être mettre les choses un petit peu dans le contexte. D'abord, pourquoi pourquoi à ton avis cette violence? Malheureusement, dans ma famille, j'ai pas beaucoup de réponses. Il y a extrêmement d'agressivité, de violence, que ça soit verbale, physique, ou tout ce qui est chantage affectif, torture psychologique et ce genre de choses. Et Oui. c'est monnaie courante. J'en ai pas vraiment, je ne sais pas vraiment. Aujourd'hui, je suis en capacité de dire que probablement que si ma mère s'est permise de se comporter comme ça avec moi, c'est elle avait des traumas non réglés. Malheureusement, je les connais pas. Je peux me douter de plein de choses, Oui. mais je ne connais pas son parcours. Et mon père, bon, il était absent, hein, donc voilà. D'accord. Ok. Et donc, à partir de quel âge donc tu t'es rendu compte que ton enfance était atypique? Euh, Assez petite, parce que il y avait un sentiment qui me dérangeait le plus, c'était le sentiment de honte. Donc dès que D'accord. je sentais qu'on me regardait avec vraiment cet air de « mais t'es bizarre, toi ». Mais qu'est-ce Ce qu'est-ce qui truc-là. renvoyait aux gens que tu Ça peut étais... être n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui fait un mouvement brusque à côté de moi et moi je fais ça pour me protéger et du coup on va me regarder « mais t'es chelou, toi ». Ce genre de choses. D'accord. Ou alors... bon, une des punitions préférées de ma mère, c'était de ne pas me donner à manger. Donc, du coup, j'avais un rapport très bizarre avec la nourriture, à savoir que quand il y en avait, j'avais peur de manquer. Donc, je me jetais dessus, mais je Oui. mangeais pas tout de suite. Je gardais pour en avoir pour plus tard. Et quand les gens voyaient ça, ils me disaient « mais c'est bizarre, mais finis ton assiette ou pourquoi tu prends dans ta poche, etc. » Et en fait, donc c'est très, très jeune. Et c'est Oui. très jeune que je me suis dit, j'analysais beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Et quand je voyais les rapports entre d'autres enfants et leurs parents,
et moi et les miens, donc à Oui. savoir avec un père absent qui a été présent vite fait, après plus du tout, et avec ma mère où c'était tout le temps conflictuel, très 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 froid, Oui. dénué de toute affection, etc. Je me suis dit qu'il y avait un truc bizarre. Et comme je comprenais pas, parce que du coup je me sentais coupable, je me disais que probablement j'étais pas une bonne personne, etc. Mhm. Très jeune, mais je pense que c'est autour des je sais pas, même des 8, 9, 10 ans. Moi, Ah oui, je me quand même. réfugiais dans les livres. Oui. C'était vraiment mon échappatoire. Ça me permettait d'être dans mon monde imaginaire. Et du coup, des fois, quand, par exemple, de toute façon, j'arrivais pas à m'asseoir parce que j'avais trop mal à cause des coups ou quoi, je séchais les cours, sachant que j'adorais l'école. Moi, j'adorais apprendre. Oui. Et j'allais à la... Comment dire en français? Library? C'est pas Bibliothèque. bibliothèque. Oui. Et je prenais des livres pour parents, pour éduquer leurs enfants et pour m'éduquer moi. À 8 ans. Oui, j'ai commencé très très jeune, parce qu'en fait, j'aimais pas ce regard. C'est vraiment quelque chose qui me dérangeait énormément. Qu'on me regarde en me disant, mais t'es bizarre, parce que je savais pas comment raconter raconter ce qui se passait Oui. à la maison, et je savais pas, et je supportais pas ce regard-là. D'accord. Ok. Voilà. Donc en fait, je comprends bien, c'est le regard des autres sur toi, sur tes réactions que tu pouvais avoir qui t'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et d'emblée, tu partais à la bibliothèque chercher des bouquins sur l'éducation parentale. Oui. Mais à 8 ans, mais moi j'ai envie de dire, quel réflexe? Tu n'avais pas le réflexe de dire ce qui se passait, de dénoncer, enfin je sais pas si on peut dire sur le coup dénoncer, mais en tout cas te confier à quelqu'un, à un ami, à un prof, à la maîtresse. Me confier à qui? La raison pour laquelle j'étais émue en arrivant jusqu'ici, c'est parce que moi, petite, déjà, on me croyait pas et on me donnait pas la parole. En fait, il y avait que... croyais pas. Il y avait que ma mère et moi, Oui. déjà. Et ma mère, c'est une personne qui est très intelligente, très, très réfléchie. Elle parle d'une voix très, très calme, etc. Oui. Et donc, on habitait en Allemagne, j'ai oublié de préciser ça. D'accord. Et elle, le dimanche, enfin, on allait à ce qu'on appelait la communauté, enfin, c'est un mot allemand, bref, c'est protestant, évangélique, etc. D'accord. Et elle était très respectée dans ce milieu-là. Donc, moi, les peu de fois où j'ai essayé de dire des choses, parce qu'il y avait le regard des autres, mais il y avait également moi qui analysais les relations entre des parents et des enfants. Oui. Donc, quand j'ai voulu parler, ou juste quand j'ai dit oui, moi, ma mère, elle est pas gentille avec moi, parce que je me suis quand même dit, ça n'a pas l'air d'être très cool ce qu'elle me fait quand même, je sais pas si c'est normal. Oui. On me disait que c'est moi, je devais être désobéissante, je devais pas être une bonne enfant, etc. D'accord, etc. je vois. Le peu de fois où j'ai fugué, c'est la police qui m'a ramenée. Hein, et c'est Ah, tu as fugué. plusieurs fois. En fait, je voulais partir, mais je savais pas où aller. Et puis je me suis renseignée, encore une fois, à la librairie. À la bibliothèque, oui. Je me renseignais et je savais que en tant qu'enfant, on ne pouvait pas faire changer son droit de garde jusqu'à ses 15 ans. Donc de toute façon, je savais qu'en vrai, j'allais partir. Ma mère, elle est super intelligente. On allait me ramener et puis, je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose. Et tu t'es sentie... Comment on se sent? Petite ou en réfléchissant à avant? Avec du recul aujourd'hui, de toi, pendant cette période? Je crois que ça a développé mon instinct de survie et d'ailleurs du coup après ça a été compliqué de retirer cet instinct de survie parce que quand on est tout le temps dans un climat de stress, Oui. en fait on n'a pas le temps de penser à autre chose. Mon but c'était en vrai de survivre. Enfin je peux même pas l'expliquer autrement. Je pensais même pas à... Mon but c'était de m'en sortir. Voilà, c'est ça qui m'animait. Oui. Je me disais il faut que je m'en sorte. Et tu as compris à ce moment-là, en tout cas déjà très petite, qu'il fallait que tu t'en sortes. D'où ton fameux instinct de survie. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens, tu es quelqu'un franchement, que j'admire énormément. Tu es très résiliente. Et puis, tu as ce don de toi. Tu adores donner des conseils aux gens. Tu es très dans l'écoute des autres. Tu es présente. J'ai presque envie de dire, même si je ne te connais pas dans ta vie de tous les jours très personnellement, je suis convaincue que tu es une amie très loyale, vraiment genre à la vie, à la mort. Si tu es avec quelqu'un, c'est ride or die, quoi. Tu vas être là pour cette personne. Comment on fait alors qu'on a vécu des choses comme celle-là? Tu aurais pu être quelqu'un qui n'a absolument jamais confiance en l'être humain. Comment on fait quand même pour être dans ce don de soi et dans cette, finalement, comment tu t'es construite pour être la belle personne que tu es aujourd'hui? Alors,
les deux propositions, pour moi, elles vont pas ensemble. Être dans le don de soi, c'est quelque chose qui me vient naturellement. J'ai toujours aimé aider. Déjà petite, je le faisais. Donc, c'est un trait de caractère, on va dire, naturel. Voilà. Et puis après, surtout quand moi, j'ai commencé à faire mes recherches sur les enfants maltraités, etc. Oui. Surtout à l'âge adulte, quand je me suis renseignée et que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'aide. En fait, souvent, on conseille des psys aux enfants maltraités, mais on traite les adultes, enfin, on envoie les adultes chez des psys. Oui. Mais moi, dans mon avis, quand on a des traumas petits, pour les régler, il faut pouvoir s'adresser à quelqu'un comme si on était encore un enfant. Moi, si je veux parler de mes traumas d'avant et je suis en train vraiment d'essayer de travailler dessus, je vais m'exprimer d'une manière qui ne sera pas du tout celle que j'ai là maintenant, parce que ma mémoire, elle est bloquée à l'époque. Oui. Donc, et je trouvais que les psys qui s'adressaient aux adultes, ils n'étaient pas forcément... Enfin, moi, j'ai pas trouvé du réconfort dans ces sessions-là. Oui. Et du coup, je me suis dit, moi, petite, il y a tellement de questions que j'avais. Et j'aurais tellement voulu que quelqu'un juste me réponde ou qu'on me mette pas de côté ou que les gens ne tournent pas la tête ou que dans la famille, en fait, ils se disent, bah, c'est vrai elle a l'air traumatisée, la petite, ou on fait quelque chose. Enfin, c'est plus fort que moi. Et je sais que ça fait partie de mes missions de vie de pouvoir dire à d'autres personnes, non, c'est pas normal ce qui t'arrive. Ouais. Et ouais, ça va être dur, mais oui, tu peux t'en sortir. D'accord. En fait, au final, ce qu'on ne t'a pas fait, tu aimerais, comme tu l'as conscientisé, tu te dis, si je me retrouve devant quelqu'un qui est dans une souffrance silencieuse, je ne le laisserai jamais tomber. Enfin, en tout cas, j'essaierai d'apporter mon aide, mon conseil, pour qu'il puisse comprendre qu'il n'est pas seul. Ou même sans vivre l'aider, ça. juste l'écouter. Oui. Juste écouter son histoire et ne Oui. pas décrédibiliser son histoire. Parce Oui. que c'est ça le problème de plein de personnes, que ça soit finalement les femmes violées ou les femmes battues ou les gens qui ont des problèmes, etc. C'est souvent que quand on va raconter son histoire, déjà c'est un step incroyable d'aller juste ouvrir sa bouche et parler. Oui. Et souvent, comme la manière dont on s'exprime à ce moment-là, elle est très faible, tu vois. Moi, la première fois que j'ai parlé, j'ai juste dit... ma mère, elle n'est pas gentille. J'ai juste dit ça. Mais pour moi, c'était énorme déjà. Et la réponse en face, souvent, elle est... elle est bazardée. Wow. Et en fait, du coup, ça demande un effort supplémentaire d'avoir besoin de se justifier pour quelque chose qui nous est arrivé. Et c'est ça le plus dur, en fait. Même petite, quand j'ai commencé à raconter les histoires, moi, les choses qui me choquent dans mon enfance, ce ne sont pas du tout des choses qui choquent les gens. Par contre, les choses qui choquent les gens, ce sont des choses qui, moi, c'était le plus facile à évacuer. Donc, du coup, je me suis rapidement rendu compte... Comme quoi, par exemple ? Par exemple, les coups, c'est même pas le truc... voilà, des coups... les douches froides, la tête dans l'évier, les trucs comme ça. C'est pas des trucs, pour moi, c'est pas le plus grave. Enfin, c'est... Comment expliquer ? C'est pas les choses qui m'ont le plus impacté. Les choses qui m'ont le plus impacté, c'est... Et je reviens sur ce que tu as dit juste avant. Tu as dit... comment tu fais pour quand même faire confiance aux gens ? Pour moi, il n'y a pas de lien entre le fait d'être dans le don de soi et d'avoir confiance aux gens. Pendant très longtemps, je n'avais pas confiance aux gens et encore maintenant, c'est très difficile pour moi. J'ai vraiment cette dualité où j'ai aucun problème pour partager ma vie, etc., si ça peut aider quelqu'un d'autre et être ouverte, mais pour laisser rentrer quelqu'un dans mon cœur, appeler cette personne quand moi, je suis pas bien, mais je les compte sur les doigts d'une main. Et encore, j'en ai qui se sont accrochés pendant des années parce que moi, je peux te parler ouvertement sur ma vie puisque je sais que ça peut t'aider, mais à côté de ça, je ne compte pas sur toi ou je n'ai pas forcément confiance en l'amour, mais amical ou fraternel ou en relation. Pour moi, c'est deux propositions différentes. Ça allait être justement une de mes questions. Est-ce que tu as une définition de l'amour ? Alors, c'est une question que je me suis posée assez récemment d'ailleurs, il y a, je crois que l'année dernière en fait, parce que j'arrivais pas à définir quand est-ce que je pouvais être sûre que quelqu'un m'appréciait. Parce que je suis quelqu'un de très sensible et je ressens les émotions des gens. Donc depuis petite, je me suis rendu compte que les gens mentaient beaucoup. Donc que les gens, quand ils étaient pas bien, moi j'allais leur dire « Ah mais t'es pas bien ?» On allait me dire « Non, ça va. » Donc je me suis rendu compte qu'il y avait ce décalage. Donc comment pouvoir faire confiance à quelqu'un qui utilise ces mots d'une manière... pas consciente, tu vois. Moi, si je dis à quelqu'un « je ne vais pas bien », c'est que je ne vais pas bien. Ou quand on me dit « ça va », j'ai aucun problème à répondre « non » si ça va pas. Mais la plupart des gens répondent « oui », mais alors que c'est pas vrai. Oui. Donc, du coup... attends, je me suis perdue. C'était quoi la question ? Attends, j'avais un fil directeur. Oui, alors ma question... Attends, j'essaie aussi de me remémorer. La définition de l'amour, voilà. Donc, comment savoir si quelqu'un m'aime ou alors
parce que j'ai une facilité pour enseigner les choses aux gens. Oui. Donc je sais que quand j'explique les choses aux gens, ils m'apprécient. Mais ils m'apprécient pour ce que je leur apporte à ce moment-là. Oui. Mais est-ce qu'ils m'apprécient pour moi qui je suis ? Est-ce qu'ils m'apprécieraient le moment où je suis en full dépression chez moi ? J'appelle ça être en cave. Je veux normaliser ce truc-là. Donc moi, régulièrement, je suis en cave et ça me fait du bien. J'évacue tout le toxique. Oui. Donc est-ce que ces personnes-là vont m'accepter quand je suis comme ça ? Est-ce que ces personnes vont comprendre quand je ne vais pas pouvoir parler à qui que ce soit parce que je suis tellement en overréaction, parce que j'ai fait des terreurs nocturnes que je ne peux pas parler ? Est-ce que ces personnes vont m'accepter dans mon entièreté ? Comment savoir ça ? Et comment savoir que quelqu'un t'aime ou quelqu'un est juste gentil ? Et c'est des questions que je me suis posées parce que j'arrivais pas à savoir en fait. Je Oui. plaçais ma définition de l'amour, si je dois reprendre celle que j'ai connue quand j'étais petite, Oui. mais elle n'a aucun sens. Moi, je pensais que ma mère ne m'aimait pas. Or, aujourd'hui, je suis en capacité de dire, je pense qu'elle m'aimait, mais je pense qu'elle est limitée dans sa manière d'aimer et que son amour est un amour toxique. Mais D'accord. du coup, comment définir qu'est-ce qu'est l'amour ? Et en fait, j'ai fait une espèce de petit sondage auprès de mes amis les plus proches, celles en qui j'ai confiance, des hommes aussi, et je leur ai demandé, en partant de l'amour le plus basique, les parents, comment est-ce que tu sais que tes parents t'aiment ? Et réellement, et je sais que la dernière, c'était assez drôle parce que quand je leur posais cette question-là, et mes amis très très proches sont des personnes qui ont une manière de communiquer qui est saine, Oui. et je leur ai posé la question. Et c'était dur pour ces personnes-là de répondre parce que c'était des choses tellement évidentes. Enfin, les gens qui ont une enfance, on va dire, plus Normal. tranquille, Oui. euh, Tranquille, oui. ils vont dire oui, enfin voilà, c'est ma mère. Enfin voilà. Mais moi, cette phrase-là, elle ne veut rien dire pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est ta mère donc elle t'aime ? Donc, parce qu'elle t'a mise au monde, elle t'aime ? Bah, moi, c'est pas le cas. Donc comment tu sais qu'elle t'aime, etc. Et du coup, j'ai posé cette question et on m'a expliqué que c'était l'attention qu'on portait, le temps attribué, ça peut être aussi l'affection, que ça soit physique ou verbale, Oui. le soutien et la notion d'amour inconditionnel. Ça veut dire que même si demain tu pètes un plomb, tu fais des trucs bizarres, en fait, peut-être que je m'éloignerai parce que tes actions à date ne me plaisent pas, mais je t'aimerai en tant que personne parce que je t'aime en tant que personne. Oui. Donc c'est tout ça. Mais, et du coup, ça c'était vraiment l'année dernière en plus. Hein. Et du coup, bon, bah, j'ai cherché, j'ai regardé, j'ai analysé mes relations avec les gens, si je pouvais vraiment considérer que ces personnes m'aiment ou pas. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes, elles m'aiment quoi qu'il. Je le sais, c'est Oui. bon, j'ai compris. Mais une nouvelle personne qui vient, ça va prendre du temps avant que je sois persuadée que cette personne m'aime. J'ai une question, Oui. Tani. Est-ce que toi, tu t'aimes ? Alors, c'est un travail de... On a le droit de pleurer à We Talk. D'ailleurs, il faut que je prévoie des mouchoirs. Ouais, ouais. Oui, mais j'ai mis du make-up et tout, j'ai mis du baking powder, donc j'ai pas envie de pleurer. Ok. J'apprends Ouais. continuellement à m'aimer. Oui. Puisque les informations que j'ai reçues petite, aujourd'hui, je suis consciente qu'elles sont pas vraies. Oui. À savoir, par exemple, que je suis moche, que je ne sers à rien, que je suis nulle, etc. Ce sont des phrases que, petit à petit, j'ai décomposées. D'accord. Donc, aujourd'hui, j'aime mon histoire. Oui. J'apprends à aimer qui je suis dans mon entièreté, Oui. même s'il y a des trucs que je trouve bizarres chez moi. Mais j'apprends à m'aimer et à me donner de la bienveillance et à me donner de l'amour. C'est peut-être d'abord ça le plus important, Tani. C'est le plus important. C'est le plus important. Et moi, ça me fait écho à moi-même Mm. pendant longtemps. Et ça, c'est pas plus tard que l'année dernière. Je me souviens, c'était le 8 mars, j'étais tombée, j'avais rencontré une des personnes que j'ai invitées à We Talk. Et j'avais écouté son témoignage lors d'une conférence, lors de la journée de la femme. Et je suis allée vers elle après, je suis tombée dans ses bras, je lui ai dit, j'ai le sentiment que je ne sers à rien et que je ne vaux rien. Et j'étais en larmes. Donc quand tu dis ça, ça touche à quelque chose de fort chez moi. Je comprends ce que tu vis et je peux te dire, oui, le plus important dans un premier temps, c'est même pas les autres, que les autres nous aiment, c'est peut-être d'abord nous-mêmes et qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Totalement. J'ai avancé un petit peu. J'aime, en général, présenter mes invités à mes auditeurs. Est-ce que tu veux te présenter ou est-ce que tu voudrais que je te présente, moi, avec mes mots, avec la manière avec laquelle je t'ai perçue ?
c'est ma vérité sur toi, un instant T. Ça n'engage que moi, mais ce sont mes mots. Et j'ai écrit un conte, rien que pour toi. Oh. Tu es prête à Ce sont les l'écouter? mouchoirs. Ouais, je préfère que ça soit toi en plus. je ramène D'accord, ok. Alors, il était une fois une petite fille solitaire qui semblait si sage et si concentrée à rassembler les pièces de son puzzle. La petite Tani aimait répéter de ses gestes avec une minutie déconcertante, rassembler les pièces de son puzzle, comme si elle essayait de recoller les morceaux de son petit cœur brisé. Car depuis quelques jours, elle n'a plus de papa. Il est parti après s'être battu avec maman. C'était la dispute de trop, les mots de trop, les gestes qui brisent une famille, une enfance. Tani est élevée par une maman stricte qui veille à son éducation d'une main de fer. De l'extérieur, tout semble parfait. Dans cette banlieue bourgeoise d'Allemagne, Tani a droit aux meilleures écoles, aux meilleures activités extrascolaires, aux meilleurs professeurs. Sa mère la couvre de matériel, mais omet de lui donner l'essentiel. Car derrière cette façade, Tani expérimente une véritable misère affective. Elle est souvent punie ou battue sans raison. Une mauvaise note, une parole malheureuse, et ce sera la privation d'un repas ou les coups, au pire des cas. Tani souffre en silence, dans sa tête et dans son cœur. Car si, par malheur, elle osait en parler, son bourreau en était immédiatement informé et la punition était renouvelée. Heureusement, Tani est résiliente. Adulte, elle décide de faire de son passé une force. Oui, elle a choisi de faire de chaque pièce de son cœur brisé la plus belle des œuvres d'art. Parce que oui, pour moi, Tani, tu es une artiste. Quand on a eu l'occasion un petit peu de discuter, je me suis dit que tu es une artiste à l'état pur. Et ce que je te souhaite, de tout mon cœur, l'émission n'est pas encore terminée, c'est que les petits morceaux qui ont l'air éparpillés, que ce soit le plus beau des témoignages. Et ça l'est déjà. Que dirait ton psy aujourd'hui si on lui pose la question? Si on lui parle de toi, il dirait quoi ton psy? Attends, je reviens juste sur avant. Merci beaucoup pour ce conte qui est très très beau. Oui, merci. Mais je suis obligée de juste réajuster quelque chose. C'est pas mon père qui est parti, c'est ma mère qui est partie et c'est ma mère qui frappait mon père. Je précise parce que je veux pas qu'on se dise que c'est un schéma classique où le père était violent. Oui, il est violent, mais ma mère l'est plus. Et deuxième chose, j'ai pas été couverte de matériel, au contraire, mais j'ai été couverte d'éducation. D'accord. J'ai été vraiment pas du tout le matériel. Au contraire, ma mère nous a fait vivre comme si on était vraiment la vérité des schlags. Alors, moi, les affaires que j'avais, c'était des affaires de récupération qui dataient de générations d'avant. Donc, c'était pas du tout le matériel. Moi, ma richesse que j'ai eue enfant, c'est l'éducation. Tout ce qu'on peut apprendre en tant qu'enfant, tout. Mais tu passais tes journées, tes après-midi à la bibliothèque? Même pas ça, mais juste à la maison. Enfin, tous les programmes scolaires que j'ai suivis, c'est tout. Une activité, nomme-la, je l'ai probablement faite. Violon, art plastique, piano, javelot, équitation, athlétisme, gymnastique, foot, basket, tout. Wow. J'ai tout fait. Par contre, non, pas le matériel. Non. D'accord. Non, pas du tout. Moi, je devais de l'argent à ma mère. Ça faisait partie des punitions aussi. J'étais à découvert en fin d'année, moi. Genre à 5 ans, elle me disait, oui, tu me dois 50 €. J'étais en mode, ok, d'accord. Ah ouais, quand même. Donc non, pas le matériel. Ça, c'est aussi un des autres problématiques. Okay. Voilà. Mais revenons à ta question que tu m'as posée, qui est la psy. Ma psy, je l'adore. J'ai une psy, elle fait de la TCC, technique comportementale cognitive. Oui. Et donc c'est moi qui l'ai choisie il y a quelques années, puisque j'ai fait un burn-out. J'étais en restauration. Où... J'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de faire une parenthèse. Vas-y. Ok, parce que je trouve qu'on n'explique pas correctement le terme de zone de confort. Zone de confort, les premières fois que j'ai entendu ça, je pensais que c'était un truc qui nous mettait à l'aise et qui était bien pour nous, etc. Alors que la zone de confort, c'est quelque chose dans lequel le cerveau se sent à l'aise parce qu'il reconnaît. Donc, il se sent à l'aise. Mais ça peut totalement être une situation qui est horrible, catastrophique, terrorisante, etc. D'accord, moi j'apprends quelque chose. Vraiment, ta zone de confort, ça peut être la solitude. Ça ne veut pas dire que c'est bien pour toi. Ah oui. Ça veut dire que c'est ce que tu connais. Ah oui, donc je comprends. Je comprends un mécanisme chez moi maintenant. Ouais. Tant mieux, oui. Et moi, ma zone de confort, c'était la violence, le stress, la confrontation, le rabaissement de moi,
Et du coup, en fait, je ne m'étais pas rendu compte que je recréais ça tout le temps. Alors que c'est ce que je ne voulais pas. Oui. Je ne voulais pas retourner dans un cadre comme j'avais chez ma mère. Mais pourtant, c'est ce que j'ai recréé dans mes relations amoureuses et dans le travail. Oui. Donc ça veut dire que je me suis mise dans des relations professionnelles toxiques où on m'utilisait concrètement quand je réfléchis encore à mes années restauration. Oui. Je donnais beaucoup, beaucoup trop de ma personne. Et j'ai senti le burn-out arriver à la fin de Covid quand les restos ils commençaient à rouvrir. Je suis ancienne directrice de club et de restaurant. Oui. Donc, je gérais un club et un restaurant à cette époque-là. Et quand tout a rouvert, donc j'avais tout mon staff à devoir reformer, etc. Énormément de monde qui arrivait. Et en fait, j'arrivais pas à me lever le matin. J'étais trop fatiguée. Ma moyenne de sommeil enregistrée entre 2020 et 2022 est de 3h29. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu. Et j'étais à bout, j'étais KO. Tous les jours? Oui, c'est la moyenne. Waouh. Et sauf que on rajoute à ça donc le manque de sommeil, le manque d'alimentation, parce que moi, dès que je me sens coupable, j'ai du mal à manger. Donc, on rajoute tout ça, le stress de devoir gérer mes équipes. Il y avait entre 50 et 70 employés, de devoir gérer tout le monde, etc. Tu avais quel âge? Mais ça, c'était il y a 2 ans. Waouh. Enfin, que j'ai arrêté en tout cas, en 2022. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a un moment où je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à me réveiller le matin? Je me réveillais, j'étais fatiguée, je pleurais, etc. J'avais les yeux gonflés et je comprenais pas. Je me disais, mais pourtant j'aime bien ce job. Enfin voilà, j'ai un poste à responsabilité, je suis bien dans ma vie, etc. Je comprends pas. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais aller voir une psy. Je vais me trouver une psy et on m'a conseillé la TCC parce que moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me fasse aller dans le pathos de mon enfance. Je connais mon enfance, on peut en parler, il y a pas de problème. Mais souvent, quand j'en parle, j'ai une dissociation, tu vois. Oui. J'avais besoin de quelqu'un qui me permette de mettre les liens ensemble. J'ai assez de réflexion pour être en capacité de parler de mon enfance ou de mes traumas, etc. et de me remettre en question. Maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est des méthodologies. Et en fait, du coup, cette psy-là, elle m'a donné un exemple que j'utilise encore régulièrement. Je lui dis, voilà, ma problématique, c'était, j'arrive pas à me lever le matin, je sais pas, il doit y avoir un problème chez moi. Enfin, voilà, je suis en vraiment totale opposition, je veux pas me lever. Et elle me dit, ok, est-ce que c'est le « je ne peux pas » du géant qui dit je ne peux pas rétrécir, donc physiologiquement c'est pas possible, ou est-ce que c'est le je ne peux pas de l'obèse qui a un blocage psychologique? Et moi je lui dis ouais, c'est le géant. Elle me dit ok, dans ces cas-là vous ne pourrez jamais vous réveiller le matin, va falloir démissionner. Je lui dis non mais, elle me dit ah, donc c'est pas le je ne peux pas du géant, c'est le je ne peux pas psychologique. Du coup, j'ai été obligée de me rendre à l'évidence que oui, il y avait autre chose qui bloquait, que si j'arrivais pas à me réveiller le matin, c'est parce qu'en fait, j'en avais pas envie. Et pourquoi j'en avais pas envie? Parce que le rythme de vie que j'avais, il était juste insoutenable, en fait. Et du coup, ça a fait son en petit tout cas, chemin. Les techniques qu'elle t'a données, alors le je ne peux pas du géant ou de l'obèse. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre l'un et l'autre? Un géant, s'il dit je voudrais rétrécir, il pourra pas rétrécir. Il peut pas, effectivement. C'est pas possible. Non. En fait, physiologiquement, c'est pas possible. Oui. L'obèse, s'il dit je ne peux pas maigrir, c'est parce qu'il y a d'autres causes. Souvent, il y a d'autres choses derrière. D'accord, ok. Même que ça soit une opération ou quoi, en tout cas, c'est possible de le faire. Oui, d'accord. En tout cas, c'est important de mieux le comprendre, de bien l'intégrer pour se dire le je ne peux pas que je formule. C'est lequel? C'est lequel des deux? Et maintenant, c'est une belle clé, ça. De toute façon, tous mes rendez-vous chez la psy, en fait, du coup, je la vois encore maintenant, mais je la vois quand je sens que je suis en over-réaction. Je suis hypersensible, donc moi, je sens les émotions très, 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 très fort. Et quand je sens que c'est partout... Alors, l'exemple que j'ai trouvé pour expliquer comment je me sens à ce moment-là, tu vois, si tu prends quelque chose de trop chaud et que tu te brûles la langue, après, si tu prends quelque chose dans ta bouche, tu vas sentir quelque chose dans ta bouche, mais tu vas pas sentir exactement où sur la langue parce qu'elle est un peu numb. Oui, c'est ça, engourdie, voilà. Ça. Et en fait, j'ai ça sur tout le corps, où je sens plus rien et je sens tout en même temps, et c'est très bizarre. Dans ces moments-là, ok, je prends rendez-vous avec la psy. Et du coup, je lui parle de ma problématique, je lui explique le déclencheur, ce qui a fait que je suis arrivée à cet état-là, on décompose ça, bam, on met en place une technique ou une méthodologie, après je mets ça en place et on avance. En tout cas, ça c'est une des clés que ceux qui écoutent peuvent pratiquer, hein. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, il faut pouvoir trouver l'élément déclencheur et puis surtout en parler. Parce que garder les choses pour soi, ça n'aide jamais personne. Il faut voir un psy, en tout cas trouver le bon psy, celui qui nous correspond. D'ailleurs, comment on fait pour trouver le bon psy d'ailleurs? Comment tu as trouvé la tienne? Moi, j'ai fait mes recherches, mais après, c'est parce que j'ai vu aussi beaucoup de psy petites, etc. Donc je savais déjà que les trucs classiques, ça ne m'allait pas. Oui. Et
Ça va être... Après, j'ai pris plein de rendez-vous, j'ai pas du tout apprécié l'approche. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me caresse dans le sens du poil ou qui me dise oh, c'est dur ce que tu as vécu. Bah, ok, d'accord, soit, mais ça Mais me sert après, à rien. oui. Moi, de toute façon, j'ai besoin de. J'ai quand même une manière assez cartésienne de fonctionner là-dessus. C'est Ouais. que, ok, il y a une problématique. Quel est l'élément déclencheur? Est-ce qu'on peut enlever l'élément déclencheur? Non. Ok. Est-ce qu'on peut trouver une manière d'atténuer l'effet de l'élément déclencheur? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour, dans cette situation-là, reconnaître déjà ce qui se passe et pour pouvoir après soit Ah m'écarter, oui, toi, soit écrire, etc. tu es méthodologique, Ah, quoi. mais Tu as j'ai besoin. pas le choix. J'ai trop de déclencheurs, moi, sinon. Oui, Sinon, je suis tout le temps en confrontation avec moi et tout le monde. oui. Je peux pas me permettre. Enfin, j'ai pas le temps pour ça. En tout cas, ça aussi, c'est une des clés. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, c'est un process, enfin, c'est une méthode en tout cas. D'autres choses peuvent fonctionner avec d'autres personnes, mais en tout cas, ça, c'est une des méthodes. Parfois, c'est juste, voilà, établissez un process qui correspond à chacun, se dire, mais trouver l'élément déclencheur, en parler, essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Au moins, ça permet de prendre les choses étape par étape, quoi, plutôt que d'embrasser le problème dans son entièreté. Sinon, c'est trop. C'est trop, voilà. Trop. On a WeTalk. Et à WeTalk, on parle d'échecs. On a parlé de beaucoup de choses qui sont très émouvantes, très puissantes. Quelle est, toi, ta définition de l'échec? Pour moi, c'est un mot inventé qui ne sert à rien à part faire flipper les gens. C'est tout. Wow. Parce que, en fait, je prends ma vie, j'ai pas d'échec. J'ai que des moments difficiles, des moments où j'ai foncé tête baissée contre un truc qui n'allait pas, où je voulais forcer l'entrée alors qu'il n'y avait pas de porte. Oui. J'ai que des trucs comme ça, ou des choses qui me sont arrivées, qui m'ont permis d'apprendre ça ou ça. Enfin, pour moi, le terme d'échec, il est déjà de un hyper réducteur et complètement inutile parce que ça permet pas d'avancer en fait. Et le mieux, c'est de se dire, ok, peut-être qu'il y a eu une faille ou quelque chose qui n'a pas fonctionné à tel moment. Oui. Le mieux qu'on puisse faire, c'est du test and learn. C'est, ok, let's regroup, on réfléchit, comment on peut aborder une même problématique d'une manière différente. Donc Oui. en vrai, l'échec, en fait, c'est un terme que j'utilise tellement. Jamais, je dis jamais, Wow. j'ai échoué. Je ne dis jamais ça. Et je vais jamais dire à quelqu'un, t'as échoué. Ou, ah bah ça, c'est un échec. Jamais. Wow. Je vois pas à quoi il sert ce mot. En tout cas, certains mettent ça. C'est sûr que derrière le mot échec, il y a beaucoup d'émotions. Peut-être que c'est l'émotion que l'on a derrière la honte, la culpabilité. On s'isole et on se dit bon bah on est dans une situation d'échec, alors que au final, j'ai envie de dire, ça finit par passer quoi qu'il arrive. Et puis ça, parfois, on s'obstine dans une direction. Ça c'est vrai. Alors qu'en fait, C'est la peut-être solution pas, là. elle est peut-être ailleurs. C'est peut-être une aussi. On peut donc dire que c'est une manière que la vie a de nous faire un clin d'œil pour nous dire peut-être que c'est pas le chemin que tu devrais emprunter. Peut-être que tu devrais regarder un petit peu sur le côté Totalement. pour arriver au même résultat, ceci dit. Ou meilleur. Ou meilleur d'ailleurs. Est-ce que donc toi tu ne parles pas d'échec, tu parles donc d'expérience, et on va donc rester sur le mot expérience. Quelle est pour toi l'expérience, la pire expérience de ta vie? Peut-être que ce n'est même pas ce qu'on vient de raconter sur ton enfance et tout, etc. Mais la pire expérience. Mais alors, pire dans quel sens? Pire où derrière, j'en ai retiré Tu en as retiré quelque maximum. chose, oui, voilà, un maximum, on va dire. Voilà, je sais pas, il y en a plein, mais bon, je sais que une chose qui a fait que j'ai changé énormément de choses dans ma vie, c'est donc j'étais là en restauration et je reviens du coup à l'histoire que je disais tout à l'heure quand j'ai anticipé mon burn-out qu'il allait arriver et que j'ai dit à mon ancien patron que je sentais le burn-out arriver, je sentais que j'avais regardé tous les symptômes, etc. Et je me suis dit, on dirait un burn-out. Et du coup, j'ai proposé d'avoir quelqu'un qui venait m'aider, un assistant ou quelque chose. Et Oui. il m'a dit que s'il prenait un assistant, il réduirait ma paye. Du coup, j'étais là, pas du tout, parce que cette personne, je vais devoir la former quoi qu'il, donc il n'y a aucun intérêt. Oui. Donc j'ai continué. Et j'étais quand même directrice, donc j'avais mis en place des choses, des systèmes pour que voilà, les équipes soient autonomes, etc. Former les équipes à former leurs propres équipes, etc., etc. Et le but était de pouvoir me retirer un petit peu des affaires. Oui. Donc j'allais moins sur le service du midi, parce que j'étais fatiguée, j'étais en craquage interne, etc. Oui. Et à la fin du mois de septembre 2021, je reçois ma fiche de paye et il manque la moitié. Comment ça? Donc j'appelle mon patron, je lui dis, il y a un problème sur ma fiche de paye. Il me dit, oui, non, mais j'ai regardé sur les caméras ta présence et du coup, j'ai fait un prorata et je t'ai retiré les heures où du coup, tu n'étais pas là, etc.
En fait, parmi toutes les dingueries qu'il m'avait faites, ça c'est une autre histoire, un autre épisode. En fait, c'était trop. Et j'étais là, je me rappelle, j'étais dans ma voiture. Et je disais, non, c'est pas possible. C'est une dinguerie. Donc je suis là tous les jours, on m'appelle, il y a un problème ici, je suis là le matin, le soir, le midi, le truc, je gère tout ça, etc. On me retient la moitié. Et j'ai dit non. Ah ouais. J'ai dit non, là, ça sera pas comme ça. Et du coup, c'est à partir de là, tout s'est accéléré. J'ai fait en sorte de prendre une avocate, de partir de ce job-là, etc. Oui. Et de changer de vie. Et ça, c'était, du coup, je suis partie, je crois, le 3 ou le 4 janvier 2022 de la Waouh. restauration. En tout cas, tu as fait preuve de courage, là où peut-être d'autres personnes auraient, je sais pas moi, auraient craqué. Je trouve que tu es hyper, j'ai envie de dire hyper courageuse là pour le coup. Moi, je sais pas comment j'aurais réagi face à la même situation. Je sais même pas. En fait, je sais juste que c'était trop. Vous êtes allé au prud'homme Non, de toute façon, dans la restauration, en vrai, ça sert à rien, ça. D'accord. Non. Ok. Et tu as obtenu justice après? Bah, Gain de oui, cause? j'ai pu récupérer du coup ce qui m'avait été retiré, puis on a fait une rupture conventionnelle et basta, salut. Écoutez, il faut savoir vous battre pour vos droits. Ça, c'est une des choses qu'on doit retenir. Déjà, faut les connaître. Oui, il faut les connaître. Donc, il faut se renseigner. Il faut se tourner vers des juristes, etc. pour se renseigner. Ça, c'est la partie True Talk, même si je n'ai pas dit au début. Voilà. J'aime à dire qu'on ne se fait pas seul, justement. Et que dans la vie, on rencontre des détracteurs. Donc, des gens qui nous mettent quand même dans des situations, comme ton ancien patron, qui peuvent nous pousser, en fait, qui nous permettent d'élargir notre zone de confort. Voilà. On pousse nos limites. Plutôt que de nous faire mal, on en tire quand même finalement quelque chose de très positif. Et puis il y a la rencontre fortuite, celle que l'on rencontre comme ça, de manière voilà, inattendue. Et il nous dit quelque chose, il nous donne quelque chose, il ou elle. Hein, et ça change un peu le cours de notre vie parce qu'on voit les choses différemment. Et puis il y a la personne providence qui nous ouvre la porte là où personne d'autre ne l'aurait fait. Donc, quelle est la pire situation dans laquelle un détracteur ou des détracteurs t'ont mise et où se disaient ah mais tiens, ou alors je sais pas moi, exprès ou inconsciemment, hein, où c'était comme waouh, est-ce que je vais m'en sortir? Et au final tu t'en es sorti et ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Je sais pas si je comprends bien la question. Alors, la pire situation dans laquelle un détracteur, ça peut être finalement la situation dans laquelle ton patron t'a mise, il a coupé ton salaire en deux et Mais ça c'est ma zone de confort. ouais, C'est le conflit, trouver des solutions, etc. Donc une situation comme ça, c'est pas un truc qui est pire ouais. pour moi. C'est d'accord. pas ça le pire pour moi. Parce que quand quelqu'un me fait une crasse, je suis très resourceful. Je vais Mhm. trouver des solutions. Donc c'est même pas quelque chose que je considère comme le pire. Ouais. J'ai juste raconté cette histoire parce que c'était la plus grosse expérience qui a amené derrière des choses. Mais Ouais. sinon, j'aurais même pas raconté ce truc-là. Ouais. Moi, les pires trucs, c'est les choses que moi, je me fais à moi-même. Donc tu es peut-être ton propre détracteur au final. Ah, totalement. Parce que les autres, en vrai, j'ai trop l'habitude. D'accord, d'où je ne Aujourd'hui, comprends pas ta question. C'est comme, oui. mais peut-être mon propre détracteur. Mais... Aujourd'hui, on va me faire quoi qui va m'étonner? Qu'est-ce Et qu'on donc, peut me faire qu'est-ce que pour tu te dis à m'étonner? toi-même? Bah, les doutes. D'accord. Tu vois, quand je veux faire quelque chose Ouais. et que je second guess ce que je dis, ça veut dire que j'arrive, il y a vraiment ces deux voix. Il y en a une que j'appelle Cruella, là, l'autre là qui vient travailler entre les côtes. Ouais. Bref, il y en a une qui est là, qui est créative, qui est motivée, qui fait des trucs, etc. Et qui sait, en vrai, qui a un mini génie, etc. Je la sais, je l'aime beaucoup cette voix-là. Et elle fait les choses. Et après, tu as l'autre qui a un mélange donc de tout ça, bien évidemment, qui vient douter, qui vient dire ouais mais non mais la vérité ça va intéresser personne, mais non mais fais pas ça, mais machin, mais t'es sûr, mais tu vas pas y arriver, mais machin. Ouais. C'est ça, moi, le plus gros problème. D'accord. Ok. Donc le doute, finalement, Ouais. c'est ton pire détracteur. Ouais. Et la rencontre fortuite. Ça veut dire quoi? Alors c'est quelqu'un, c'est une personne. Peut-être que tu ne la vois plus, peut-être que tu la revois, peut-être qu'elle est dans ton entourage. C'est quelqu'un que tu rencontres qui te dit une chose, une phrase, une conversation comme ça, ou je ne sais pas, qui dit quelque chose et à ce moment-là, c'est la phrase, ou la situation, j'en sais rien. Quelque chose qui, à un moment, est arrivé de manière très inattendue et change un petit peu le cours de ta vie ou ta perception de quelque chose. Et voilà, si tu allais sur un chemin bille en tête, finalement, tu reconsidères les choses et tu suis un chemin qui est peut-être mieux pour toi. Ou voilà, tu reconsidères les choses et tu te dis non, effectivement, ça, c'était mieux. Ça, c'est ce que je dois faire. Ça te réconcilie un petit peu avec toi. Voilà. Mais cette personne ne reste pas dans ta vie. Hein, elle s'en va. Enfin, ou elle peut rester aussi, parce que on ne sait jamais. Une personne... Mais en fait,
je considère que quand même, je suis une personne vraiment protégée. Je sais pas, Oui. je suis guidée par l'univers, etc. Ouais. Donc, en fait, ça, moi, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive 3 fois par jour. Donc, en fait, ça peut être des personnes qui vont rester plus longtemps. En fait, souvent, c'est pas une phrase qu'on va me dire, c'est quelque chose qui va me permettre de, moi, changer de perspective sur un truc, un sujet que je D'accord. connaissais, etc. Ouais. Et à partir du moment où... je suis une personne, je réfléchis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis toujours à la recherche de solutions. Donc, Oui. il suffit que tu me donnes une autre indication. Ah, ça va me permettre de changer de perspective. D'accord. Et je peux avancer. Donc, ne serait-ce que dans cette pièce, vous êtes deux. Toi, par exemple, en fait, c'est pas forcément... alors, je vais le dire comme je le pense, mais entendre toute ma phrase. Pas forcément toi, directement, ta Oui. personne, mais l'opportunité, là. Le fait de me permettre, là, de m'exprimer, Oui. de parler de sujets que, normalement, moi, je partage un peu dans l'intimité avec des personnes. Oui. De le dire comme ça, c'est un step en avant parce que sur mes réseaux sociaux, moi, vraiment, je me présente de manière super authentique. C'est vraiment mon mot d'ordre. Oui. Mais qui dit authenticité dit aussi affirmer et assume qui on est fondamentalement. Oui. Et ça fait des années que je sais que, en vrai, je voulais parler de ce genre de sujet-là. D'accord. Et là, c'est arrivé comme ça quand tu m'as dit oui, tu veux parler. Je me suis dit. En vrai, c'est le moment. Donc, en fait, moi, ça m'arrive tous les jours. D'accord. Tous les jours. Même un clochard dans la rue qui va me dire oh, une lumière. Et je suis là, ah oui, je me rappelle qu'en fait, oui, je suis une lumière. Tu vois, enfin, ça m'arrive tous les jours. D'accord. Ok. Ah, c'est beau ça, ce que tu viens de dire. C'est très, très beau. Moi, ça me touche en tout cas. Mhm. Et une personne providence, la personne qui t'a ouvert la porte, t'a fait confiance, là où personne d'autre ne t'aurait écouté, ne t'aurait accordé de l'importance, qui a vu en toi, je sais pas moi, la fameuse lumière. Il n'y a pas une personne. Et c'est aussi des personnes. Oui. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Tu sais à quoi ça me fait penser? On dirait que tu as effectivement, enfin, qu'il y a eu suffisamment d'obscurité dans ta vie pour qu'à chaque fois que tu vois la lumière, que tu saches la reconnaître. Et je trouve ça très très beau. Et c'est pour ça que je dis que tu es vraiment quelqu'un d'extrêmement résilient. Parce que quelqu'un d'autre aurait continué de voir de l'obscurité. Mais toi, quand tu vois la lumière, eh ben, tu la saisis. Et ça fait de toi quelqu'un d'extrêmement fort. Et que j'admire par ce parcours-là. Je trouve ça très très beau. On va arriver sur la fin. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, quels sont tes rapports avec ta mère? Absent, inexistant. D'accord. Est-ce que tu as un rêve un jour de fonder ta propre famille? Oui. Comment tu te projettes dans cette vie-là? Je comprends pas la question. Comment est-ce que tu te projettes dans cette vie de future mère, si ça t'arrive et que je te souhaite? Qu'est-ce que tu penses que tu donneras à ton enfant, si tu as tes enfants, un ou deux, peu importe? Comment tu te projettes en tant que toi, en tant que mère, dans un futur? C'est un peu compliqué parce que c'est le fruit de mon imagination, parce que je ne peux pas recréer quelque chose que j'ai Bien vu sûr. ou que j'ai vu chez d'autres, etc. Et en fait, Ouais. je pense que c'est une espèce de mélange de tout ça. Ouais. Je sais que la bienveillance et l'amour, je veux que ça soit vraiment la fondation du foyer, Ouais. que ça soit avec le partenaire, avec les enfants. C'est vraiment, j'ai compris que c'est ça la base, en fait. Ouais. Et après, pour le reste, j'ai un peu du mal encore. Ouais. On est c'est encore... très flou. Donc, ouais, c'est un futur. Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux sociaux? Parce que tu es quand même influenceuse. Dis-nous tout. Je vais vous dire mon petit jingle. It's Tani, baby. Sur TikTok ou Insta, c'est le même nom. Ouais. Sur TikTok, je parle de tout ce qui est skincare, problème de boutons, problème de peau. D'ailleurs, elle a un post qui fait aujourd'hui quoi, 1 million de vues là j'ai vu sur TikTok. Ah, bah oui. Ah ouais. Et là où tu as le dessin avec. Ah oui, j'ai fait mon petit carnet. Voilà, c'est ça. De recherche. Oui, bah, là, tu peux en parler du coup. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais peut-être dû plutôt dire ça. Ça, c'est un truc qui a changé ma vie. Le 27 décembre 2019, j'ai commencé à avoir des boutons. Ouais. Je ne m'attendais pas du tout. Et surtout que j'en avais jamais eu, donc je ne savais pas pourquoi. J'ai souffert de ça également. Voilà. Et moi, on m'a donné des traitements. Les spécialistes ils m'ont dit que c'était incurable. Les traitements qu'on m'a donnés, ils m'ont brûlé la peau, catastrophe sur catastrophe, etc. Ouais. Et du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de commencer à m'intéresser moi-même, à trouver des solutions, à me renseigner, à aller voir d'autres experts de la médecine douce, acupuncture, naturopathe, etc., etc. Et de me faire mon petit knowledge à moi. Et en fait, comme je vois l'évolution de ma peau et surtout de mon corps et que je me sens mieux, Oui.
J'ai commencé à partager ça, mais à la base, c'était juste comme ça. Je partageais mon petit dessin que j'avais fait sur les différentes zones du visage liées aux organes, etc. Oui, c'est ça, j'ai vu ça. Et voilà, et du coup, là, je vais me faire former pour le face massage, donc les gestes beauté qui permettent d'être dans un corps sain, on va dire, Ouais, et d'avoir une peau qui glow up. Et voilà. Donc ça, c'est sur TikTok. oui. Et sur Insta, je partage des petits tutos, CapCut, de montage vidéo. Il y a les masterclass sur la création de contenu qui vont sortir. Et voilà. Et que je recommande à tout le monde, si vous voulez level up en termes de création de contenu. Tani, Voilà. je te remercie pour Merci à ta toi. sincérité, pour ton partage. Tu m'as émue par ton histoire. Et franchement, que ta lumière brille aussi longtemps que tu vivras. Ça fait genre, tu sais, le conte à la fin, genre, et puis cœur heureux et machin. Moi, je Tant termine mieux, par t'avais ça. commencé par un conte. Bah oui, comme ça, je termine aussi par une fin façon Disney, conte Disney. Mais en tout cas, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Parce que tu le mérites. Tous ceux qui se battent, en tout cas, comme tu le fais, le méritent amplement. Voilà. C'est mon mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin, toi? Bien sûr. Vas-y. Je voulais te remercier de m'avoir invité. Oh, Et je vais t'encourager à continuer, te dire que vraiment le We Talk, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est d'avoir une plateforme qui est une safe space où les personnes qui ont une perception un peu différente de la vie peuvent s'exprimer. Donc voilà, je voulais te remercier et pour ta bienveillance et ton écoute. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Et merci à vous également de nous avoir écoutés, d'avoir suivi ce témoignage, cette histoire vraiment touchante, inspirante. Laissez des étoiles, des likes, partagez, commentez. Commentez. Voilà, rejoignez-nous sur Instagram, WeTalk. Je dis à l'ancienne -du8 TV ou sur LinkedIn. Et puis, cet épisode à retrouver et tous les autres sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Podcast Addict. Je ne savais pas qu'il y avait un Podcast Addict. Et puis, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous voulez écouter la prochaine fois. Je serais ravie d'avoir vos suggestions également. J'irai les chercher pour vous. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Bye bye.